Les vases du Cey, tome 5, Jamais loin de toi, suite. Samedi 29 juin 2012. Le mois de juin était toujours un mois très chargé pour le couple Vasse. Il commençait par leur anniversaire de mariage, qu'ils avaient de nouveau célébré dans la Love Room du centre de Rouen. Ensuite, vers la mi-juin, il y avait toujours un congrès de la SNFMI. Aussi, les 13, 14 et 15 juin 2012, Éléonore avait suivi François à celui de Clermont-Ferrand. Et le mois se clôturait généralement par le spectacle de l'école de danse. Lisa était devenue la danseuse phare de l'école, avec ses premières places au concours. Aussi, sa mère avait chorégraphié pour elle le titre de Whitney Houston, One Moment in Time, en hommage à la chanteuse décédée en début d'année. La fillette avait une telle présence sur scène et exprimait tellement ses émotions et sa personnalité dans sa façon de danser qu'il était facile d'oublier qu'elle n'avait que 11 ans. Pour les ados du modern jazz, Éléonore avait créé une chorégraphie sur Barbra Streisand de Doc Sauce et pour celle du contemporain sur Lights d'Ellie Goulding. Elle avait assuré une partie en solo sur Born to Die de Lana Del Rey, qu'elle avait chorégraphiée pour les adultes du modern jazz. Elle avait aussi créé une variation classique sur Video Games pour un pas de deux. Malheureusement, la jeune danseuse qui devait danser au spectacle s'était blessée. C'était finalement Éléonore qui l'avait remplacée au pied levé pour que son partenaire ne soit pas privé. Elle avait plus de 2 fois l'âge du garçon, mais ce dernier avait avoué être plus à l'aise pour danser avec la chorégraphe qu'avec sa partenaire initiale. Pour François, voir sa femme danser était toujours émouvant. Mais dans cette variation du registre du ballet classique, elle ressemblait à un ange. Le pas de deux avait d'ailleurs été ovationné. Le final avait été prévu pour tous les cours, incluant une partie cha-cha-cha pour la danse de salon et d'autres parties pour chaque type de danse, sur I Wanna Dance with Somebody. Mais elle avait tenu à danser en solo sur un medley des titres de Whitney Houston. I Have Nothing, Run to You et I Will Always Love You, et elle l'avait fait juste avant le final. François ne s'y était pas trompé, chaque titre lui était dédié. Décidément, elle ne pouvait s'empêcher de trouver tous les moyens possibles pour lui déclarer son amour au nez et à la barbe de tout le monde. Le vendredi 28 juin, les résultats du premier nouveau diplôme d'État depuis la réforme de 2009 étaient tombés. Une nouvelle fournée d'étudiants d'Éléonore était diplômée. Les formateurs étaient invités au gala des étudiants. Cette fois, ces derniers avaient établi un dress code, tenue de soirée obligatoire. Ce samedi, c'était donc dans une robe bustier longue très ajustée, avec une jupe drapée largement fendue, qu'Éléonore était apparue. Cette robe d'Axel Vuatier de couleur émeraude était assortie à ses yeux. Elle portait les pendants d'oreilles en émeraude assortis à sa bague de fiançailles que son mari lui avait offert il y a quelques années. D'ailleurs, François l'accompagnait. Il n'était pas allé jusqu'à porter un smoking, mais portait un de ces élégants costumes italiens. La plupart des étudiants ne les avaient jamais vus ensemble. Ils étaient habitués à voir Madame Vasse, qui impressionnait au premier abord par sa beauté et sa plastique, mais elle était si empathique, à leur écoute chaleureuse, qu'ils oubliaient vite l'aspect physique. Mais la voir avec son mari, tout aussi séduisant, les ramenait vers la réalité, encore plus intimidante, puisque le dit mari était PUPH au CHU et, qui plus est, avait une renommée internationale. Cependant, très vite, ils se rendirent compte qu'ils étaient très abordables, l'un comme l'autre. Leur conversation portait sur des sujets auxquels tous pouvaient être sensibles, comme l'environnement, les voyages, évoquant certaines anecdotes avec beaucoup d'humour. Le couple discuta tout autant avec les formateurs qu'avec les étudiants. Cependant, pour les formateurs, parler avec François ne leur posait pas de problème, car la plupart l'avaient connu interne. Dans la soirée, quand la musique occupa tout l'espace, ce fut une toute autre image du couple qu'ils découvrirent. Éléonore et François, quand ils se laissaient envahir par le démon de la danse, se laissaient complètement aller. Et ce fut le cas avec la samba sur Balada de Gustavo Lima, ou sur Ai Seu Te Pego de Michel Tello, ou la salsa sur Addicted to You de Shakira, ou Party Rock Anthem de LMFAO, ou encore en freestyle sur la version de Shakira de Je l'aime à mourir. Le summum fut atteint lorsque les étudiants se mirent à passer quelques bachata, qu'ils dansèrent avec une sensualité que les étudiants ne se seraient pas autorisés. À cette heure, les autres formateurs étaient partis. Et après cette série de danses très collées serrées, le couple
prit congé des étudiants. Mais leur voiture ne quitta pas le parking aussitôt. Un couple d'étudiants les avait vus sortir étroitement enlacés, et ils avaient vu le professeur Vass embrasser fougueusement sa femme avant de monter en voiture, sans pour autant démarrer. De loin, les deux étudiants ne voyaient pas grand-chose, mais le véhicule semblait tanguer et des gémissements leur parvenaient très clairement, ne laissant aucun doute sur ce qui se passait à l'intérieur. Et les gémissements très révélateurs reprirent quelques minutes plus tard. Les deux étudiants, nouveaux infirmiers depuis peu, rentrèrent rouges comme des pivoines, ce qui interpella certains de leurs camarades. « Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux ? Vous ne devinerez jamais ce qu'on vient de voir et d'entendre, surtout entendre. Allez-y, accouchez !» Le professeur Vass et madame Vass en train de s'envoyer en l'air. « Non, puisqu'on vous le dit, et ils ont pris leurs pieds 2 fois de suite. Enfin, on les a vus d'abord se rouler des pelles, puis ils sont montés dans leur voiture et après on a entendu leurs gémissements. Putain, ils sont chauds tous les deux. » « Je ne suis pas surprise, dit une étudiante. Ils ont même un surnom en médecine interne. »« Ah oui, lequel ?»« Les Lapinous. Je suppose que vous devinez pourquoi ? Ils sont amoureux fous l'un de l'autre, d'après ceux qui les connaissent bien. »« Je veux bien le croire. » Vendredi 26 octobre 2012. Le Congrès européen de médecine interne avait lieu cette fois à Madrid, du 24 au 27 octobre. Éléonore, qui suivait désormais la nouvelle promotion d'étudiants en 2012-2015, avait accompagné François. Ces étudiants effectuaient la seconde semaine de leur tout premier stage. Ils étaient partis le mardi soir par le vol de 19h15 et avaient atterri à l'aéroport de Madrid-Barajas à 21h15. Le lieu du congrès, le Palacio Municipal de Congresos, se trouvait à une demi-heure en voiture. Leur hôtel était situé à 1 minute à pied du Palais des Congrès et à 100 mètres de la station de métro Feria. Le premier soir, ils s'étaient contentés de prendre leur dîner au restaurant de l'hôtel avant une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, premier jour du congrès, ils avaient retrouvé des têtes connues, comme les confrères italiens de François, Alberto Costa et Massimo Manzoni. Éléonore était arrivée en pantalon slim de cuir noir à taille haute et très ajusté, avec le cache-cœur rouge qu'elle avait porté à Athènes et une veste souple en cuir noir. Des escarpins noirs complétaient sa tenue. François arborait toujours un de ces costumes italiens qu'il affectionnait. Toute la semaine, la jeune femme allait faire honneur à l'élégance à la française, portant soit un tailleur pantalon rouge avec un top noir à col bandeau avec ses escarpins noirs, soit une veste en crêpe marine ceinturée avec une mini-jupe de la même couleur sur un top blanc avec des escarpins bicolores marine et blanc, ou même un simple jean slim avec une blouse blanche à manches longues et encolure en V, avec une ceinture large accentuant la finesse de sa taille. Mais chaque fin d'après-midi, elle portait invariablement un jean et des baskets comme François pour aller se balader dans Madrid. Le premier soir, ils avaient pris le métro pour se rendre sur la Puerta del Sol, l'une des places les plus célèbres et fréquentées de la capitale espagnole, avec la statue de l'ours et de l'arbousier, l'un de ses symboles les plus emblématiques. Ils avaient pris la Calle del Arenal pour arriver jusqu'au Teatro Real, proche de la Plaza de Oriente et du majestueux palais royal. Ils avaient reporté la visite du palais au vendredi et étaient entrés dans la cathédrale de Almudena. En prenant la Calle Mayor, ils étaient parvenus jusqu'à la Plaza de la Villa, une des principales zones du Madrid médiéval, et avaient continué leur parcours par la Calle Mayor jusqu'à la Plaza Mayor. Là, ils s'étaient arrêtés pour prendre un verre et manger des tapas dans un des établissements de la Cava de San Miguel. Ils avaient repris la Calle Mayor afin d'arriver à nouveau à la Puerta del Sol, d'où ils empruntèrent la Calle de Preciados, l'une des principales artères commerçantes de la ville, jusqu'à parvenir à la Plaza de Cachao. De là, ils avaient parcouru la Grande Via jusqu'à la Plaza d'Espagne. En prenant la Calle de Ferraz, ils atteignirent le temple des Débodes, un cadeau de l'Égypte. Ils se promenèrent dans les jardins avant d'aller dîner dans un des restaurants proches de la Puerta del Sol, dans la Calle del Correo. Le jeudi, ils prirent de nouveau le métro pour aller voir la fontaine de Cybèle, l'un des symboles les plus représentatifs et prisés de la ville. En marchant sur le Paseo del Prado, ils contemplèrent l'édifice de la Bourse de Madrid
et juste à côté, le Monumento a los Caídos por España. En avançant un peu plus loin, ils purent aussi observer deux des hôtels les plus renommés de la ville, le Ritz et le Palace, avec entre eux la Plaza de Canovas del Castillo, où se trouvait l'imposante fontaine de Neptune. À quelques mètres se trouvait le musée du Prado. Ils avaient continué sur le Paseo del Prado jusqu'à la gare d'Atocha, l'un des lieux les plus atteints lors des attentats de 2004. Après avoir contourné la gare, ils avaient emprunté la Calle de Alfonso XII pour entrer dans le Retiro, un parc souvent très animé. En sortant du parc et en avançant vers la Calle de Alfonso XII, ils accédèrent à la Puerta d'Alcalá, un des monuments les plus emblématiques de Madrid. Ensuite, ils étaient revenus jusqu'à la fontaine de Cybèle. De là, ils rejoignirent en métro la Plaza de Castilla et las Cuatro Torres, le quartier des affaires et l'une des zones les plus modernes de Madrid. C'est là qu'ils dînèrent avant de rentrer à leur hôtel. Le vendredi, jour du gala, ils avaient visité le palais royal avant de rentrer juste à temps pour se préparer. Ils avaient donc pris leur douche séparément pour éviter toute tentation. Éléonore mettait la dernière main à sa coiffure quand François sortit de la salle de bain. Elle portait une robe longue du soir, turquoise, drapée d'Axel Vuatier, en jersey stretch brillant à manches longues, avec un profond décolleté et une longue fente devant turquoise. La robe moulait son corps parfait, et cette vision le fit immédiatement réagir. Il s'approcha et se plaça juste derrière elle pour l'enserrer dans ses bras et glisser une main dans le décolleté. Elle sentait son sexe en érection contre sa hanche et croisa son regard dans le miroir. Ce regard qui la bouleversait à chaque fois. Elle se sentit inondée par un flot de désir et se retourna face à lui. François l'entraîna jusqu'au lit en l'embrassant. « Je t'aime tellement, murmura-t-il. Tu es si belle, j'ai envie de toi. »« Je l'avais deviné, répondit-elle. Il faudrait que je sois aveugle, mais le signal, ce sont tes yeux qui me le donnent, et je ne peux pas y résister. » Elle fit passer la robe au-dessus de sa tête. François la serra dans ses bras, heureux de sentir sa peau nue contre la sienne, et la coucha pour l'embrasser dans le cou, pétrissant ses seins fermes. Elle glissa sa langue entre ses lèvres, explora sa bouche avec ardeur. François la sentit contre lui, offerte. Le désir urgent l'envahit. Il roula sur elle, baisa son cou, sa nuque. Il laissa courir ses lèvres sur son cou puis descendit jusqu'à trouver un mamelon érigé qu'il suça avidement. Éléonore perçut des ondes incandescentes se propager dans tout son corps, lui arrachant un cri. Il l'avait à peine effleurée et déjà elle était prête. Elle se colla contre lui. François glissa sa main entre les cuisses d'Éléonore, fit glisser le string, trouva son bouton de rose et le massa avec douceur. La jouissance fut si intense qu'elle l'implora de venir en elle. Lorsqu'il s'enfonça profondément en elle, elle s'agrippa à ses reins et le retint en criant son plaisir. Enfin, comblée par son membre ardent, elle crut s'évanouir. François ne tarda pas à la rejoindre. Il se retira pour la pénétrer encore plus profondément ensuite. Encore une fois, et la lame de fond le submergea dans une multitude de secousses. Emporté par son élan, il donna encore quelques coups de boutoir avant de s'affaisser sur Éléonore. Allongée, les yeux toujours clos, le poids de François sur son corps, alangui, la jeune femme ne voulait pas bouger. Lorsqu'il se leva, il ne résista pas au plaisir de l'embrasser. Elle ouvrit les yeux. « Oh, François, c'était si bon. »« Ce n'était qu'un amuse-bouche. J'ai bien l'intention de remettre ça après le gala, parce que là, nous n'avons plus le temps, rétorqua-t-il avec un sourire espiègle. Ils s'habillèrent tous les deux à la va-vite. François enfila rapidement sa chemise et son smoking pendant qu'Éléonore renfilait sa robe de couturier et se recoiffait rapidement avant de faire une légère retouche maquillage. Dans l'ascenseur, François la serra de nouveau contre lui et l'embrassa passionnément, laissant ses mains glisser jusqu'à sa chute de rein. Ils étaient tellement occupés l'un par l'autre qu'ils réalisèrent trop tard qu'ils étaient arrivés au rez-de-chaussée et que la porte de l'ascenseur s'était ouverte, les exposant au regard d'autres congressistes qui se rendaient au même endroit qu'eux. Ils sortirent néanmoins étroitement enlacés, se regardant amoureusement, et passèrent devant les confrères et consoeurs de François qui souriaient d'un air entendu. Il était maintenant devenu de notoriété publique que le professeur Vasse et sa femme étaient éperdument amoureux et se le prouvaient très souvent.
Le couple retrouva à table les deux confrères italiens qu'ils connaissaient bien, un confrère et une consoeur espagnole et deux confrères portugais. La conversation se fit dans un joyeux mélange des 4 langues, avec l'anglais en prime. Éléonore passait d'une langue à l'autre sans difficulté, ayant ajouté l'espagnol à son répertoire. Lorsque la musique prit place, dans le groupe, il y eut 3 danseurs pour 2 danseuses. Éléonore dansa un tango sur Skyfall et une salsa sur Addicted to You avec le confrère espagnol de François, un tango sur Video Games et un American Smooth sur Born to Die avec Massimo, et le reste des danses avec son mari, une samba sur I Say Utipego, un cha-cha-cha sur Call Me Maybe et des rumbas sur Next to Me, Skinny Love et Girl on Fire. Sur cette dernière, Éléonore mit beaucoup plus de sensualité que sur les autres. À la fin de la danse, elle ne put s'empêcher de l'embrasser. « François, si nous remontions dans notre chambre, susurra-t-elle à son oreille, parce que je suis vraiment en feu, comme le disait la chanson. Alors là, tout de suite, mon amour. » Ils prirent rapidement congé et partirent presque en courant. Alberto Costa ne put réprimer un sourire et déclara « This girl is on fire, and not only the girl. » Sa réplique fit éclater de rire tous ses collègues. Samedi 27 octobre 2012. Après cette dernière journée de congrès, François et Léonore étaient dans un premier temps remontés dans leur chambre pour récupérer de leur courte nuit avec une sieste très sage. François avait réservé une soirée avec dîner et spectacle de flamenco. Il savait qu'Éléonore apprécierait. Il adorait ces moments passés avec elle, rien que tous les deux, et en savourait chaque instant. C'était le moment ou jamais, car le lendemain, il reprenait l'avion vers Orly après la visite du musée du Prado. Elle lui avait d'ailleurs sauté au cou lorsqu'il lui avait annoncé cette soirée à deux après leur sieste. Ils s'étaient retrouvés couverts de baisers et ravis de l'être. Et les démonstrations de la jeune femme ne s'étaient pas arrêtées là. Éléonore avait la danse dans le sang et tous les styles de danse l'intéressaient. Le flamenco, mythique en Espagne, était une forme de danse intense et visuellement magnifique à ses yeux. Même si Madrid n'était pas la ville du flamenco historiquement, comme capitale du pays, elle était néanmoins incontournable pour les artistes du flamenco, qu'ils soient reconnus ou non. Il y en avait différents styles. Aussi, ces spectacles pouvaient être différents les uns des autres. Parmi ces différents styles, Éléonore avait un faible pour les bulerías, avec des chants festifs au rythme rapide, ou la siriricha, longue plainte exprimant la souffrance, l'amour et la mort. Éléonore avait revêtu une combinaison pantalon noir, laissant son dos complètement nu, et le haut sur le devant ressemblant à un gilet de costume d'homme avec un décolleté très profond. Elle portait par-dessus une veste cintrée et avait chaussé des escarpins rouges. À ses oreilles pendaient les perles de Tahiti offertes par François. Son décolleté était dissimulé par un foulard de soie rouge, et elle avait ramassé ses cheveux dans un chignon banane. François ne découvrit que la combinaison pantalon laissait son dos nu que lorsqu'elle enleva la veste dans le tablao. Toutefois, elle avait gardé le foulard. L'endroit où il l'avait emmenée était un lieu mythique du flamenco. La salle était petite et permettait de très bien voir le spectacle et de participer à l'émotion. Ce spectacle de flamenco dans un tablao n'avait rien à voir avec les spectacles de flamenco dans les festivals ou les théâtres. En effet, le tablao conservait l'origine des premiers lieux où ces spectacles avaient commencé, le contexte privé. Donc, il y avait des sièges autour des tables, des tapas et de la nourriture accompagnée de boissons. Le spectacle commença par des jaleos flamenco por bulerías, typiques des rassemblements festifs flamenco. Tous les artistes encourageaient les chanteurs et les battements des mains et des pieds, principe de base et élémentaire du flamenco, occupaient le devant de la scène. Après le jaleo et un bref silence, la première danse commença. Le tout était accompagné par tous les artistes du quadro qui chantaient, jouaient de la guitare et applaudissaient. À la fin de la première danse, il y eut une pause de plusieurs minutes. Tous les artistes quittèrent la scène. La salle fut plus éclairée et de la musique flamenco fut jouée. L'atmosphère était détendue. Certains sortaient pour fumer, d'autres parlaient de ce dont ils venaient être témoins. Par le biais de ces conversations avec des Espagnols, Éléonore et François apprirent que ce moment était important et permettait le repos et le recul nécessaires face à l'intensité des émotions suscitées par le spectacle. La suite consista en 2 autres palos, différents du premier.
La première partie ayant été une alegria, dans la seconde, les artistes dansèrent sur une seiricha. À la fin de la dernière danse, tous les artistes se saluèrent, puis, en chœur et debout, de manière plus informelle, ils firent la fin de fiesta, par les buleria. Bref appel à se rassembler pour quitter la scène d'un seul coup. Les artistes n'avaient pas suivi des chorégraphies répétées, mais avaient laissé le spectacle se construire au rythme des palmas, de la personnalité et de la connexion entre les acteurs, chanteurs, musiciens et danseurs. La structure du spectacle avait été conçue à partir de plusieurs danses, chacune identifiée à un palo flamenco différent. Chacun exprimant grâce à son rythme particulier un sentiment, une émotion suscitée par le jeu des cordes de la guitare, les gestes des danseurs, le tapotement des talons, le rythme et le silence. Comme François s'en était douté, sa femme avait été fascinée par le spectacle, se laissant emporter par ses émotions. Cette sensibilité avait fait d'elle la merveilleuse danseuse qu'elle était devenue, et avait aussi fait d'elle cette femme empathique et sincère qui l'avait séduit au premier regard, celle qu'il aimait le plus au monde, pour laquelle il serait capable de tout laisser tomber. Ils rentrèrent en métro, échangeant sur ce qu'ils avaient ressenti pendant ce spectacle. Éléonore, qui exprimait elle-même dans sa danse les émotions qu'elle ressentait, avait perçu cette capacité des danseurs de flamenco, qu'ils avaient vus se produire, à transmettre les leurs à travers leur langage corporel. Passion, colère, tristesse, douleur, peur, joie. Et il y avait eu une connexion avec le public, en tout cas avec elle, et elle s'était sentie impliquée dans cet ensemble d'émotions. François l'avait aussi ressenti, mais avec une intensité moindre qu'Éléonore. Dans l'ascenseur, il la prit dans ses bras, juste pour la sentir contre lui. Arrivé dans leur chambre, il lui enleva sa veste tout en cherchant ses lèvres. Ses mains caressèrent son dos, ses épaules, et glissèrent jusqu'à sa chute de rein. Puis elles remontèrent pour enlever le foulard rouge qu'elle avait gardé toute la soirée. Il découvrit alors le décolleté de la combinaison pantalon. Il siffla d'admiration. « Je comprends mieux pourquoi tu as gardé ce foulard toute la soirée. Ce décolleté est vertigineux. Je voulais que personne d'autre ne le voie, à part toi. Et tu as eu raison. Je n'aurais pas apprécié voir d'autres lorgners sur tes seins. J'aurais été fou de jalousie. C'est ce que j'ai pensé. Cette tenue fait partie de celle offerte par Axel. Tu te doutes bien que je n'aurais pas eu l'idée d'acheter un vêtement qui en dévoile autant. Mais je me suis dit, lorsque je l'ai essayé, que je la mettrais uniquement pour toi. Ceci dit, elle te va à ravir. Tourne-toi. » Il se mit derrière elle et passa ses mains sur les côtés pour lui caresser les seins tout en l'embrassant dans le cou. Il sentit les mamelons durcir sous la paume de ses mains. « Mais je t'aime encore plus, sans rien du tout, » ajouta-t-il en commençant à dégrafer le haut de la combinaison. « Tu me rends fou, Éléonore Vasse. Comment veux-tu que je te résiste ?»« Justement, je ne tiens pas à ce que tu résistes, » répondit-elle en se retournant vers lui pour déboutonner sa chemise. Mercredi 14 novembre 2012. Éléonore avait tenu à accompagner François à Santiago du Chili pour le 31e congrès mondial de médecine interne qui avait lieu du 11 au 15 novembre. Pour y parvenir, elle avait dû grouper tous ses enseignements cliniques sur les 3e et 4e semaines de stage de ses étudiants de première année. Mais pour être avec lui, elle était prête à tout. Éléonore et François étaient arrivés à l'aéroport de Santiago du Chili le 11 novembre à 8 heures du matin, pile à l'heure où le Centrobus redémarrait. Ils étaient partis la veille à 11 heures et avaient fait escale à Dallas pendant 4h30. Ils avaient un peu dormi dans l'avion entre Dallas et Santiago. Ils passèrent alors à l'hôtel pour y laisser leurs valises et reprirent un taxi pour aller directement à l'Espazio Riesco. À l'issue de la première journée de conférence, ils n'avaient qu'une envie, dîner tôt et se coucher. Ils s'étaient réveillés tôt le lendemain matin pour une séance de yoga et de méditation en couple. Ils aimaient commencer leur journée ainsi quand c'était possible, la méditation en couple se terminant immanquablement par un pot à pot très sensuel. À l'issue de la première journée, qui était d'un dimanche, ils étaient allés faire un tour dans le centre-ville, en commençant par la Plaza de Armas, où se dressait la cathédrale. De là, ils avaient rejoint le quartier L'Astaria, un quartier branché mais agréable, notamment la rue José Vitorino L'Astaria, avec ses cafés typiques,
puis le Parque Forestal juste à côté pour une bouffée d'oxygène. Ils avaient fini leur soirée dans un bar à tapas du Barrio Lastaria. Les journées de conférence finissaient assez tôt pour qu'ils puissent se promener. Donc, après leur seconde journée de congrès, ils s'étaient rendus dans le Cerro Santa Lucia, un parc avec une incroyable atmosphère, situé en haut d'une colline qui était en fait la cheminée d'un volcan, avec une jolie vue dégagée. Leur visite s'était poursuivie avec la découverte d'un quartier atypique, celui du Barrio Paris-Londres, avec son architecture inspirée des deux villes qui forment le nom du quartier. Une petite marche d'une dizaine de minutes les mena vers le Palacio de la Moneda, siège de la présidence du Chili, construit par les conquistadors, mais surtout souvent au centre d'un passé politique tumultueux. Ils continuèrent vers le Barrio Concha y Toro, avec ses ruelles pavées et ses édifices aux façades néoclassiques, gothiques ou art déco. Le mardi soir, ils se rendirent au Mercado Central, malheureusement fermé après 16 heures. Il s'agissait de l'ancien marché central de Santiago, l'endroit idéal pour trouver du poisson et des fruits de mer. Mais ce qui les avait attirés, c'était son architecture en verre et acier assez surprenante. Ils avaient ensuite pris le funiculaire pour monter au Cerro San Cristobal, qui leur avait offert une vue à couper le souffle sur Santiago et les montagnes en arrière-plan. S'y trouvait également un incroyable parc qui faisait la joie des enfants, le parc du Bicentenaire, ainsi qu'un petit zoo et une imposante statue de 14 mètres de haut de la Vierge Marie. Après avoir profité du coucher du soleil, ils avaient choisi de redescendre à pied et de terminer leur balade par le célèbre quartier Bellavista, le quartier festif par excellence de la capitale chilienne, mais aussi celui où se trouvait la Chacona, la maison de Pablo Neruda. Le quartier était très coloré, avec du street art partout. Ils flânèrent dans les belles rues comme la rue Pio Nono, la rue où il y avait le plus de bars dans tout le Chili. Ils atterrirent finalement au Patio Bellavista, un petit espace caché où ils trouvèrent de nombreux restaurants. Ils firent halte dans l'un d'eux pour goûter aux spécialités en matière de cocktails. Le piscoso, mélange d'une eau-de-vie de vin produite dans le pays et de citron vert, et le fameux terremoto, ce qui signifie tremblement de terre, mélange de vin blanc bien frais, de rhum ou de cognac, de sorbet à l'ananas et éventuellement d'un peu de grenadine. Ils ne tardèrent pas à dîner après un verre de terremoto, nommé à juste titre la réplique, et testèrent la humita, un plat chilien à base de maïs mélangé avec des oignons, du piment, du basilic, de l'ail et de l'œuf. C'était déjà l'avant-dernier jour du congrès et celui de la soirée de gala. Ils allèrent juste faire un petit tour dans le quartier de la Providencia, le quartier des commerçants, où se trouvait la Gran Torre Santiago, la plus haute tour d'Amérique du Sud. Ce quartier, très animé, se trouvait à 10 minutes de leur hôtel. Ils étaient rentrés tôt pour se retrouver tous les deux. Ils avaient prévu de nager un peu dans la piscine de l'hôtel, mais finalement, ils préférèrent leur lit pour se détendre. Ils ne mirent pas longtemps après pour se préparer. Ils avaient remis tous les deux les mêmes tenues que lors du gala des étudiants d'Éléonore. La jeune femme avait juste ajouté une pochette assortie à ses sandales d'argent, qu'elle avait déjà arborées à Melbourne. Elle avait également ramassé ses longs cheveux blonds dans un chignon banane retenu par le peigne d'Ussé. Le couple commençait à être connu dans les congrès internationaux, tant par la renommée de François que par leur glamour. Éléonore se débrouillait de mieux en mieux en espagnol, mais préférait largement discuter avec les confrères de son mari en anglais, langue qu'ils maîtrisaient tous. Néanmoins, elle se faisait un plaisir de discuter avec eux dans leur langue maternelle, s'il s'agissait d'une des langues qu'elle maîtrisait. Aussi, les confrères italiens, allemands, portugais ou brésiliens adoraient discuter avec elle, pour le plaisir de sa conversation, mais aussi le plaisir des yeux, et François n'était pas dupe de cette dernière motivation. Tous ses confrères admiraient sa femme, ce qui le flattait et l'angoissait à la fois. Mais Éléonore n'avait Dieu que pour lui, elle ne s'en éloignait jamais et cherchait toujours sa main. Il savait aussi qu'au moment de danser, elle ne le ferait qu'avec lui. Leurs deux corps s'harmonisaient aussi bien lorsqu'ils dansaient que lorsqu'ils faisaient l'amour. Et pendant cette soirée de gala en Amérique latine, ils dansèrent beaucoup sur des rythmes latinos qu'ils affectionnaient. Le lendemain était la dernière journée de congrès et ils repartaient le vendredi à midi pour arriver le samedi à 6 heures du matin à Roissy. Ils passèrent leur dernière soirée dans un restaurant proche de l'hôtel, après avoir fait quelques longueurs dans la piscine. Ils étaient rentrés pour s'isoler et profiter l'un de l'autre.
Dimanche 25 novembre 2012. Ses parents à peine revenus de Santiago, le moment était venu pour Lisa du concours international méditerranéen de danse classique de Nîmes, qui était lancé le samedi 24 novembre. Ce concours avait lieu au théâtre Liger pendant le week-end, ce qui arrangeait bien les parents de la jeune ballerine. Près d'une centaine de danseurs étaient venus des plus grandes écoles de France, âgés de 8 à 20 ans. Lisa était inscrite en catégorie Espoir B et devait danser sur pointe. Durant tout le week-end, les danseurs concouraient sur des chorégraphies libres pour les plus jeunes ou des variations du répertoire pour les plus initiés. Ce concours permettait aux lauréats d'accéder aux portes des plus grandes compagnies, grâce à des stages, comme l'avaient fait auparavant certains jeunes danseurs devenus depuis étoiles. L'éminent jury de ce 26e concours de Nîmes était présidé par Elsa Plassard, danseuse étoile et directrice de l'Opéra de Paris. Dans ce jury se trouvait également une danseuse étoile et lauréate de la 2e édition de ce concours international méditerranéen de danse classique, Clara Dautel. Éléonore et François avaient pris l'avion avec Lisa pour Marseille le vendredi soir à Charles de Gaulle et avaient récupéré une voiture de location pour rejoindre Nîmes et leur hôtel où ils étaient arrivés un peu avant 1h du matin. Les épreuves, publiques, se déroulaient en 2 temps. Les éliminatoires à 13h le samedi et la finale à 13h le dimanche. Les variations ne devaient pas durer plus de 2 minutes. Le samedi, les candidats avaient été accueillis et avaient remis leur CD avec la musique de leur variation, un pour les éliminatoires et un second pour la finale. Jusqu'à midi, ils avaient pu s'échauffer sur scène par catégorie et sans public. Ils étaient ensuite convoqués à 13h pour le début des éliminatoires à 13h30, en juste au corps sans manches et collant de couleur chair pour les filles, t-shirt blanc et collant gris, blanc ou académique clair pour les garçons. Ces éliminatoires avaient eu lieu cette fois en public. Les différentes catégories étaient passées les unes après les autres, Poussin, Espoir A, Espoir B, Études, Supérieures et Néo-Pro. Les candidats passaient par ordre alphabétique et étaient notés sur 50 points. 10 pour le physique, 20 pour la technique et 20 pour l'artistique. Lisa était donc passée en fin d'après-midi. Elle avait dansé sa variation libre sur une version de Paparazzi en version orchestrale. Bien préparée par sa mère, notamment pour travailler sa souplesse et gérer son stress, elle avait réalisé une prestation impeccable au niveau technique et avec beaucoup de musicalité. Il avait fallu attendre 20 heures pour connaître les résultats de ces éliminatoires. La fillette s'était qualifiée sans difficulté. Les répétitions avaient commencé à 10 heures ce dimanche et duraient jusqu'à midi. Comme la veille, les candidats étaient convoqués à 13 heures pour commencer à 13h30. Cette fois, tous étaient en costume de scène et les finalistes seraient notés sur 40 points. 20 pour la technique et 20 pour l'artistique. Lisa, comme tous les candidats des catégories Poussin, Espoir et Études, présenta la même variation que pour les éliminatoires. Elle avait dansé dans une tunique de ballet bleu ciel. Sa technique, alliée à sa grâce naturelle, sa musicalité et sa capacité à exprimer des émotions sur scène, héritée de sa mère, étaient de grands atouts. Comme elle passait parmi les dernières, l'attente ne fut pas trop longue pour les résultats. La remise des prix eut lieu à 20h. Lisa avait de nouveau été classée première à l'unanimité du jury dans sa catégorie avec l'attribution de la pointe d'or. Ça commençait à devenir une habitude. Cependant, Éléonore souhaitait que sa fille lève le pied. Elle ne pouvait pas continuer à accumuler les concours. La fillette avait une préférence pour le modern jazz, mais ne voulait pas abandonner complètement la danse classique. Éléonore lui avait alors proposé un seul concours de classique, mais international, en catégorie espoir, et de poursuivre ceux de la CND uniquement pour le modern jazz. Lisa avait accepté le deal, d'autant que le concours international que sa mère lui proposait était soit celui de Nîmes, soit celui de Grasse, 2 des plus prestigieux en France, et qui ont lieu en général à la fin novembre pour le premier, celui auquel elle venait de participer, et à la fin octobre pour le second. Ils étaient repartis le lendemain matin par le premier vol de Marseille à Roissy à 6h30. François et Éléonore allaient tous deux arriver avec du retard au travail. Jeudi 13 décembre 2012. Les étudiants de première année avaient encore plus d'une semaine avant d'être en vacances pour les fêtes de fin d'année. Éléonore ne pouvait pas se libérer pour les 3 jours du congrès de médecine interne de la SNFMI à Nice. François en avait pris son parti
mais espérait secrètement la voir arriver, comme elle l'avait déjà fait maintes fois auparavant. Ils avaient passé beaucoup de temps au téléphone la veille au soir, à évoquer les interventions du jour, mais surtout à échanger des mots doux, destinés à les aider à s'endormir sans le contact du corps de l'autre. La jeune femme s'était arrangée pour ne pas travailler le vendredi sans le dire à François, car il pouvait toujours y avoir un changement de dernière minute. Elle ne voulait pas abuser, car à chaque fois qu'elle accompagnait l'homme de sa vie, elle posait des jours de congé ou de RTT. La plupart du temps, cette année, de nouveau, ces jours coïncidaient avec les stages et ne gênaient pas ses collègues, mais elle ne voulait pas abuser. Le fait d'être l'épouse du professeur Vass ne devait pas laisser penser à quiconque qu'elle pouvait bénéficier davantage. Il faisait assez froid à Rouen lorsqu'elle quitta l'IFSI à 16 heures. Elle ne devait pas perdre de temps si elle voulait attraper son avion à 19 heures. Il y a bien longtemps qu'elle avait changé sa Fiat Panda, qui avait atteint un âge respectable, pour une Ford Fiesta plus confortable et surtout 5 portes, plus adaptée pour les enfants. Elle avait 2 heures de route pour arriver à Orly. Elle arriva juste à temps pour l'embarquement. À 20h35, elle arrivait à Nice et à peine une demi-heure après, elle était devant le réceptionniste de l'hôtel où était descendu François. Elle lui présenta ses papiers et obtint le badge lui permettant d'accéder à la chambre. Elle se doucha rapidement et enfila une tenue plus adaptée pour la soirée. Elle avait emmené une des robes d'Axel Voitier, une robe bleu indigo, lamée, asymétrique avec une seule manche, très ajustée, et avec une jupe drapée, et compléta sa tenue avec des chaussures argentées. Elle laissa ses cheveux libres, se maquilla légèrement, et mit à ses oreilles ses pendants en diamant. Elle enfila son manteau et ramassa la pochette argentée qu'elle avait posée sur la commode à l'entrée de la chambre. Le palais des expositions était à 5 minutes de l'hôtel. Elle pressa le pas et pénétra dans l'entrée où elle laissa son manteau au vestiaire. Elle avança jusqu'à la salle de réception et là, elle le vit de dos. Un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Le voir lui faisait toujours le même effet. Elle s'approcha doucement derrière lui et glissa sa main dans la sienne. Il s'interrompit dans sa conversation et se retourna, le visage soudain illuminé de bonheur. Ses interlocuteurs furent frappés par le changement flagrant dans sa physionomie. Son visage, très sérieux et même austère, lors des 2 jours de congrès qui venaient de passer, était devenu rayonnant. « Mon amour, tu es venu » dit-il avec un soupir de soulagement. Il la serra contre lui en cherchant ses lèvres, indifférent à tous ceux qui les regardaient. Leur baiser dura un long moment. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, François présenta enfin sa femme aux confrères avec lesquels il discutait quelques instants auparavant. Il sourit devant leur regard admiratif. Il la tenait par la taille et resserra son étreinte. Max et Sophie vinrent les rejoindre. Éléonore les embrassa tous les deux. « Alors, Lapinou, content d'avoir retrouvé ta Dulcinée, dit Max. « Élie, il était temps que tu arrives. »« Il fallait voir sa tête depuis 2 jours, ajouta Sophie. « En revanche, cette nuit, il va me falloir des bouchons d'oreilles. Je ne sais pas pourquoi on m'attribue toujours la chambre à côté de la vôtre. » « Je trouve que les hôtels devraient inclure systématiquement ce critère dans leur évaluation de la qualité, dit François. Apparemment, l'isolation phonique des chambres n'en fait pas partie. Dommage pour toi, Sophie, mais ce soir, tu as raison. Mets tes bouchons d'oreilles, et ce, toute la nuit. » Toute la soirée, François se montra souriant, plein d'humour, un changement radical par rapport aux 2 jours écoulés. Les Rouennais n'en avaient pas été surpris. Ils savaient tous que sans sa femme à ses côtés, le professeur Vass n'était pas vraiment lui-même. Les autres congressistes virent aussi la différence. Son visage, ses yeux exprimaient le bonheur d'avoir Éléonore près de lui, et dès qu'il la regardait, son regard était éperdu d'amour. Les yeux verts de sa femme montraient aussi toute l'adoration qu'elle lui vouait. À la fin du repas, ils dansèrent sur quelques morceaux interprétés par l'orchestre en version jazz, comme un cha-cha-cha sur I Wanna Dance With Somebody, un foxtrot sur Candle in the Wind, un tango sur I Heard It Through the Grapevine, une valse sur One Moment in Time et I Will Always Love You, et Saving All My Love for You de Whitney Houston, une rumba sur Run to You de la même Whitney ou Endless Love de Diana Ross. À l'issue de ces derniers titres qui faisaient écho chez eux, ils eurent envie de prendre congé pour se retrouver seuls. Après avoir récupéré leurs manteaux, ils franchirent très rapidement les 300 mètres qui les séparaient de l'hôtel. Dans l'ascenseur, ils n'y tenaient déjà plus.
Arrivés dans la chambre, ils se jetèrent littéralement l'un sur l'autre, comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des semaines, alors qu'ils s'étaient quittés la veille à 3 heures du matin.